Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre direct du jeudi, le jeudi de l'actualité. Chaque jeudi, on se voit sur ma chaîne YouTube, sur mon mur Facebook de 17h à 19h pour parler de l'actualité. Comme d'habitude, à côté de moi, mon ami, mon compagnon de route, le chroniqueur Moaz Ater. Bonsoir Moaz. Bonsoir. Médias absente cette semaine aussi. Bonsoir Moaz. On va commencer comme d'habitude par le tour de table. Sinon, je voudrais juste annoncer que, comme d'habitude, j'ai plein d'invités. On va parler de beaucoup de sujets, d'affaires courantes, des arrestations, le communiqué de la présidence concernant la présence sur le sol tunisien de nos frères et sœurs africains et africaines subsahariens et subsahariennes. J'inviterai le FTDES, j'inviterai aussi International Alert. On aura des témoignages de frères africains qui vivent en Tunisie, des étudiants, des travailleurs. On va les écouter. Je vais leur donner la parole parce qu'il faut écouter ces gens-là. Il ne faut pas continuer à parler en leur nom ou à parler d'eux. J'ai d'autres invités aussi. Je recevrai vers la fin de l'émission Sina Salkhmi, le grand artiste cinéaste aussi, pour parler de la projection de ses films dans la cinémathèque tunisienne. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. On va voir de toute façon, tout à l'heure je vais annoncer les invités un à un. Moaz, on fait le tour de table comme d'habitude, comme chaque jeudi. On va commencer par cette vague d'arrestation, cette nouvelle vague d'arrestation. Celle d'hier, on a vu arrêter la militante, l'activiste politique Shaima Issa. On a vu l'arrestation de Issam Chebi qui conduisait sa voiture dans la rue. Les policiers l'ont interpellé. La même chose pour Shaima aussi. Une tentative d'arrêter Jean Benbalk. On est allé chez lui, à la maison, il n'était pas là, il était absent. Je ne sais pas où est-ce qu'il est actuellement, est-ce qu'il est en fuite ou pas, mais on apprend il y a quelques minutes, à peine, une heure de temps, l'arrestation de son père, Azdin Hassi. Donc, un commentaire, qu'est-ce qui se passe? On a arrêté plein de noms de personnalités connues, d'autres personnalités moins connues les semaines dernières, en annonçant qu'il s'agit de corruption, de malversation ou de coup d'État, voilà, de complot contre la sûreté de l'État. Les 3-4 derniers noms, Azdin Hassi par exemple, Shaima Issa par exemple, pourquoi est-ce qu'on les a arrêtés? Est-ce qu'on connaît les accusations? On sait absolument rien, comme d'habitude. ML, on sait très bien que pour l'arrestation des citoyens et citoyens tunisiens, qu'il y a une exception au niveau de la loi de lutte contre le terrorisme, qu'on peut arrêter un citoyen ou une citoyenne soupçonné de terrorisme pendant 48 heures. Donc cette personne ne peut pas avoir son avocat, ne peut pas avoir sa famille, etc. Donc c'est pour cela, c'est déjà vu pour Noureddin Boutal, pour d'autres personnes qui ont été arrêtées, Khalid Turki, parce qu'on est en train d'appliquer cette loi d'antiterrorisme. Donc ces procédures normalement devraient être exceptionnelles pour des affaires de terrorisme ou des soupçons d'affaires de terrorisme, mais là on voit que cette loi elle est appliquée automatiquement à chaque fois qu'on arrête. Et là on parle de personnalités politiques, surtout Shaima Issa qui est membre de Jabhat al-Khalas, et Issam Chebi c'est le secrétaire général du parti le Jamhouri, qui vient de se joindre, je crois, il y a quelques jours. Non, il s'est retiré au front de c'est pas officiel, mais c'est le parti qui devient Jamhouri qui devient proche de Jabhat al-Khalas, mais il n'y a pas une intégration officielle à Jabhat al-Khalas. Donc les suspicions d'arrestation politique envers des personnes qui sont aujourd'hui à l'opposition des politiques de Kais Saïd, donc ça c'est clair. Malheureusement on n'a pas des détails sur les nouvelles arrestations, mais on commence à avoir des détails concernant les arrestations de la semaine dernière, et ça fait 10 jours qu'on commence à arrêter des personnalités politiques, des juges et des personnalités médiatiques.
Et ces dossiers qui restent encore malheureusement très très flous. La version des avocats, c'est la seule version qu'on a, et on voit qu'il y a vraiment un côté politique au niveau de ces arrestations par rapport à la ligne éditoriale concernant l'affaire de Noureddin Boutar, des réunions entre différentes composantes de l'opposition qui essayent d'unir leurs forces pour s'opposer à Kais Saïed. Et là, c'est leur droit. Quand on fait de la politique, soit on est au pouvoir, soit on est à l'opposition du pouvoir. Et c'est un droit, ce n'est pas un crime, ce n'est pas du terrorisme. Et malheureusement, on n'a pas une version officielle, ni le parquet, ni aucune autre structure officielle nous a donné des détails à propos de ces arrestations qui commencent à se multiplier. Et apparemment, cette vague de désarrestations ne s'arrête pas. Et on ne sait pas, je pense que franchement, Amel, toute personne des médias ou toute personne activiste au niveau de la société civile ou toute personne politique ou activiste politique qui s'oppose aujourd'hui à Kais Saïed risque d'être arrêté et risque d'être emprisonné sous n'importe quel prétexte. Ça, c'est une réalité qu'il faut dire. Mais on a dit qu'il n'y a pas une version officielle du parquet ou de n'importe quelle autre instance du pôle antiterrorisme ou pôle judiciaire, mais il y a le président de la République qui est en train de parler à chaque fois de ces arrestations. Les personnes arrêtées les a qualifiés, le président de la République, de mujrimoun, de complotistes, exactement. Et hier, lors de sa visite, on va parler peut-être de la visite après, il a mis la pression sur la justice. Donc si la justice ne les condamne pas, c'est qu'elle est complice à ce crime-là. Donc là, je ne pense pas qu'il y a un autre moyen de pression du pouvoir exécutif sur la justice au niveau de ces affaires. Et là, franchement, on ne peut plus parler de justice indépendante. La justice, elle est vraiment aujourd'hui sous pression, traitant des dossiers qui sont en feu. C'est des dossiers qui touchent à des opposants des partis politiques. Tout le monde en parle. Même au niveau de l'international, ces arrestations font la une des journaux à l'étranger. C'est l'image du pays qui est en jeu. Bien sûr, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, Amel. Personne n'est contre une justice si des gens ils ont commis des crimes contre l'État, contre la souveraineté de l'État, n'importe quel crime financier. On est pour une justice et que ces affaires soient traitées devant une justice indépendante avec la garantie des droits de ces personnes accusées-là. Mais là, vraiment, on voit qu'il y a un air de condamnation politique envers toutes ces personnes qui font partie de l'opposition, que ce soit des activistes politiques ou de société civile aux politiques de Kais Saïed. Et on voit une justice qui va avec de poids de mesure. On voit des gens activistes qui sont proches, qui défendent le 25 juillet et les politiques de Kais Saïed avec des diffamations, avec des attaques sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui intouchables. Et ils ont le culot de sortir sur les médias et ils disent on est en train de parler, pourquoi vous dites qu'il y a un problème avec la liberté d'expression. Mais bien sûr, si on est protégé, si on défend la politique du pouvoir, c'est normal qu'on est intouché et qu'on a une justice aujourd'hui qui va avec le poids de mesure. D'accord. Je voulais juste apporter une petite précision, Moaz. Les avocats, et j'espère que Maître Ayoub Rdemsi arrivera à être présent dans mon live ce soir. La semaine dernière, je devais recevoir Delila Msadaq, l'avocate de Boutar. Elle n'a pas pu venir parce qu'à la dernière minute, on les a convoqués pour l'enquête, au fait. Et donc, elle n'a pas pu venir. Je lui ai demandé d'ailleurs de venir ce soir. Elle s'est excusée. Elle m'a dit qu'elle est très fatiguée et débordée. Par contre, l'équipe de défense, ils ont chargé Maître Ayoub Rdemsi de venir en quelque sorte le porte-parole, de sortir dans les médias pour parler de l'affaire. Et donc, j'espère qu'il va venir tout à l'heure pour expliquer ce qui se passe par rapport à Boutar. Juste une précision, une accusation officielle lui a été faite, au fait, c'est sur la base de l'enrichissement sans cause. Mais les avocats disent que le dossier il est vide.
Jusque-là, je me contente de cela et je laisserai tout à l'heure l'avocat. Oui, il y a eu une conférence de presse hier concernant cette affaire. Oui. C'est vrai qu'il y a ce point-là au niveau du PV officiel de l'accusation, donc enrichissement illégal, mais il y a un dernier point, certainement les avocats vont le mentionner. C'est Ayoub qui va s'exprimer. Voilà, concernant la ligne éditoriale de Mosaïque. Et voilà. Est-ce qu'on sait pourquoi Azdine Hasbi a été arrêté aujourd'hui? Non, malheureusement non. Bon. Mais la même chose pour Issam Chabi hier et Chaim Aïssa, c'est la loi donc, de lutte contre le terrorisme. Donc il faut attendre 48 heures pour que les avocats. Voilà. Donc 40, bon, ils sont pas. C'est le FARC à Bouchouch et après donc c'est le pôle qui va être chargé certainement de l'enquête, mais c'est les fameuses maintenant 48 heures avant de voir leur avocat pour qu'ils soient auditionnés avec leurs avocats. Il y a une autre affaire qui a un procès, en fait une plainte portée contre un certain nombre de jeunes activistes, mais parmi le groupe de jeunes activistes, on trouve Yassine Jlassi, Mohamed Yassine Jlassi, qui est journaliste à Nawet et qui est le président du syndicat national des journalistes tunisiens, qui se voit devant un mandat, devant le juge d'instruction, je crois. Il va comparaître la semaine prochaine, le 5 mars, devant le juge d'instruction. Sauf que Yassine Jlassi n'a pas participé à la manifestation. Il était là sur les lieux, présent en sa qualité de journaliste. Il a fait son travail de journaliste. Maintenant, il est accusé. Ben voilà, donc bon, c'est min al-mudhikat al-mubkiyat, donc c'est vraiment on voit de tout. Ouais, mais certains faits, je ne sais pas quel commentaire on peut faire. Tout d'abord, il faut mettre l'accent sur le cadre général de cette manifestation. C'est un ensemble de jeunes activistes que je connais très bien, qui ont manifesté avant le 25 juillet, donc avant le jour J du référendum constitutionnel, donc pour manifester contre cette constitution et contre ce référendum, ce qui est normal dans n'importe quel pays démocratique où il y a où on a le droit de s'exprimer et de présenter ses opinions politiques. Donc, avant d'arriver à Yassine Jlassi, ces jeunes-là donc, ont le droit de manifester. Et les accusations, c'est atteinte à un officier, qu'on connaît très bien ce genre d'accusation, et blocage de la circulation ou un truc comme ça pour la circulation. Et il y a Nawar, Salam Ben Jouid et toute. Il y a une liste. Et il y a une liste de 8 personnes, je pense de 6 ou 7, 8 personnes. Et Mohamed Yassine Jlassi, qui était là, présent. La SNJT n'était pas membre de ce comité d'association qui ont organisé. La SNJT n'était pas organisatrice, l'un des organisateurs de cette manifestation. Yassine Jlassi était présent comme étant journaliste et non pas le secrétaire, le président de la SNJT. Il a fait son travail et le résultat de son travail, il est jusqu'à aujourd'hui publié sur le site de Nawet. Oui, mais maintenant, il va être questionné devant le juge d'instruction. À cause de son travail, mais je ne pense pas à cause de son travail. Et la date de cette affaire, donc la manifestation, elle a eu lieu le mois de juillet. Et le 18 juillet. Exactement. Et l'affaire, maintenant, ce dossier, il est sur la table. Je pense qu'aujourd'hui, les positions de la SNJT dérangent. La position de la SNJT vis-à-vis ou pour défendre la liberté d'expression, pour défendre les médias tunisiens. La SNJT, c'est la voix forte qui parle de la situation actuelle de certains médias, surtout des médias publics. Je pense que c'est ça qui dérange aujourd'hui, et non pas la présence de Yassine Jlassi qui a fait son travail pour couvrir une manifestation. Alors si on va interroger et accuser les journalistes qui couvrent des manifestations, je pense qu'on va avoir des centaines de journalistes devant le parquet. Il n'y aura plus de place dans les prisons.
On arrive au communiqué de la présidence de la République Mouaz, un communiqué publié le mardi soir, suite à une campagne qui paraît orchestrée depuis quelques semaines, depuis un mois je crois, une campagne avec des statuts, avec des gens qui sortent pour faire un live, avec des gens qui enregistrent des vidéos, avec des captures d'écran, avec des sortes de communiqués ou de déclarations officielles. Ouais. Il y a un parti nationaliste, un parti tunisien, le parti nationaliste tunisien. Bon, qu'on ne devrait pas mentionner. Une campagne en fait contre les Africains. Enfin, nous sommes Africains, les Africains les autres. subsahariens. Et par la suite, le président de la République sort un communiqué. Je te laisse faire le commentaire. Bon, c'est un sujet qui est très très délicat et moi personnellement, comme pas mal d'autres Tunisiens, ce sujet vraiment me fait absolument mal et franchement, je connais plus la Tunisie que je connais ou la Tunisie dont je rêve qu'elle soit. Donc la Tunisie qui a été terre d'accueil depuis des siècles, Amel, c'est pas la peine, je pense, de rappeler certains événements de solidarité que la Tunisie a fait envers d'autres peuples. Le peuple algérien, après l'indépendance de la Tunisie en 1956, elle n'a pas abandonné l'Algérie et les Tunisiens ont continué à combattre avec leurs compatriotes et confrères algériens. Et on se rappelle ce qui s'est passé à Saïd Sidi Youssef. On a eu la vague de migration de nos confrères libyens lors des événements de révolution libyenne. On a reçu plus de 2 millions de Libyens malgré les conditions sociales et économiques de la Tunisie. On a accueilli à bras ouverts nos confrères libyens sans rappeler quand le pouvoir palestinien a été rejeté par la majorité des pays arabes. Il a trouvé refuge en Tunisie et on a subi des bombardements israéliens donc en Tunisie. Voilà, et les représailles qui ont été faites en Tunisie et le prix politique que la Tunisie a payé envers l'Occident. C'est ça la Tunisie que je connais moi. Mais là, donc, critiquer ou accuser des gens qui sont venus en Tunisie dans des conditions précaires, c'est des personnes qui sont fragiles, non pas parce que ils ont une couleur de peau différente à la nôtre, ils sont fragiles parce qu'ils subissent les conditions socio-économiques dans leur pays et sécuritaires aussi dans leur pays. Donc ce sont des personnes qui sont dans une situation critique, dans des situations précaires, qui sont venus en Tunisie. La majorité d'eux viennent en Tunisie, non pas pour s'installer en Tunisie, comme pas mal d'autres Tunisiens qui rêvent d'accéder à la rive nord de la Méditerranée. Là, voir vraiment ce qu'on appelle des campagnes, surtout sur les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas qualifier d'autres que de campagnes racistes. Donc, c'est des campagnes qui attaquent ces gens-là. C'est ce qui est je ne trouve pas les mots, peut-être, je ne veux pas utiliser des mots assez durs. On sait très bien qu'en Tunisie, on a une loi qui criminalise le racisme, la ségrégation, mais on voit des campagnes. Je ne trouve pas que certainement, ce ne sont pas des campagnes innocentes. Il y a une orchestration qui est derrière ça. Et malheureusement, la cerise sur le gâteau, c'est la réunion du Conseil de sécurité nationale et cette déclaration ou cette publication, parce que ce n'est pas un communiqué officiel, mais ça reste un communiqué sur la page officielle de la présidence de la République, comme si on a traité tous les problèmes socio-économiques en Tunisie et notre seul problème, cette vague d'immigration. Donc, et moi, personnellement, il y a des mots qui m'ont choqué quand on parle d'une politique de colonisation, qu'on veut coloniser. Un plan. Un plan, exactement. Bien sûr, comme d'habitude. Qui date du
du 21e siècle, et comme d'habitude, un mail qui est fait par des inconnus. Donc c'est Mabni il al-Majhoul, donc on ne sait pas qui a préparé ce complot, mais voilà, comme la pénurie du sucre et du lait, c'est un complot, la pénurie des médicaments, c'est un complot, donc on peut tout rejeter sur la théorie du complot pour jeter la responsabilité sur des inconnus ou un ennemi qui est inconnu, mais surtout, un autre point qui est très très grave à mon avis, c'est pour sauvegarder la structure démographique du pays, et on peut pas, on trouve pas les mots pour dire que c'est des mots ou des termes qui ont des connotations racistes. C'est on parle de structuration démographique, et surtout on rappelle que la Tunisie n'a pas uniquement des liens avec l'Afrique, mais elle a des liens arabo-musulmans. Franchement, je pense que ce communiqué, comme l'a dit Ramzan, qui vient d'entrer à la salle là, va rester une tâche, mais malheureusement une tâche obscure pour l'histoire du pays. Malheureusement, même hier, j'ai oublié le poste, mais d'un membre donc, du cabinet du président a essayé de relativiser sur une chaîne. Il s'agit du conseiller. Du conseiller, voilà. Il a essayé de relativiser. J'ai oublié le nom. Tout d'un coup, j'ai un trou noir. Oui, Hajem, exactement. Donc, il a essayé de relativiser et tout, mais je pense que le mal est là, et c'est malheureux de voir Éric Zemmour donc sauter sur l'occasion. Moi, même si on m'a envoyé le communiqué sans l'entête de la présidence de la République, et ils m'ont dit qui a écrit ce communiqué, je dirais Éric Zemmour, qui a sauté. Déjà, il a salué ce communiqué-là. Marine Le Pen, peut-être pas. Elle est moins radicale que les termes qui ont été utilisés. Qui brande la théorie du grand remplacement. Du grand remplacement, exactement. C'est de cette théorie qui se nourrit politiquement. Exactement. Sachant que le mois de février 2022, lors du sommet africain-européen à Bruxelles, le président de la République tunisienne, il a déclaré que l'Afrique est pour les Africains. Mais là, on voit un communiqué et une position à 180 degrés de l'Afrique, elle est pour les Africains. Et cette schizophrénie de certains, mais aussi on ne peut pas s'empêcher de parler de cette schizophrénie. Donc quand les Tunisiens subissent ces injustices et ce mauvais traitement en Europe, on crie au scandale et on crie aux droits de l'homme que ce sont des gens humains, et là on est en train de faire la même chose, de reproduire même pire contre d'autres populations, et aujourd'hui il y a des communiqués qui me font mal comme citoyen tunisien, donc de certaines associations, donc des Africains subsahariens, certains ambassades, je pense à l'ambassade du Nigeria ou du Niger, quand on demande à nos confrères d'Afrique subsaharienne d'essayer d'éviter certains quartiers populaires, de ne pas sortir la nuit, de ne pas prendre le métro. Vraiment, ça fait très mal de voir ce genre de réaction que nous avons déclenché, que le communiqué de la présidence de la République a déclenché. A légitimé. Exactement. Mais heureusement qu'il y a la société civile et certaines structures qui essayent de relativiser et de trouver des solutions et d'être là pour aider ces gens-là aujourd'hui. Très rapidement, deux points, mais vraiment très rapidement. Je voudrais revenir avec toi un peu sur la lettre publiée par l'avocat Mahdi Zagrouba, qui est condamné à 3 mois de prison et qui est privé d'exercer son métier d'avocat pendant 5 années sur jugement de la cour militaire. Il a publié donc une lettre très longue récemment, disant qu'il va se rendre à la justice. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement à propos du contenu de cette lettre? Bon, c'est un contenu qui est très très touchant, donc, et surtout pour les gens qui connaissent Mahdi Zagrouba. Donc c'est un avocat donc, qui était condamné lors de la fameuse affaire à l'aéroport.
donc avec certains membres de Tilef el-Karama. Mahdi Zagrouba était présent à l'aéroport comme étant un avocat qui représente une citoyenne tunisienne, donc c'est son plein droit d'être à l'aéroport. Il se retrouve condamné aujourd'hui. Tu as vu la vidéo par les caméras de oui, surveillance de l'aéroport, oui. où on voit les officiers, enfin les policiers en tenue civile, l'encerclant, l'attaquant, et le frappant, le tabassant. Il a été tabassé, l'avocat Zagrouba, dans l'aéroport par les policiers. Exactement. Qui ont porté plainte contre lui par la suite et qui ont malheureusement eu gain de cause devant la cour militaire. Donc je ne vais pas revenir à la condamnation des citoyens civils par la cour militaire, restant dans la lettre, mais c'est une lettre, je pense, de quelqu'un qu'on connaît très bien, qui sent une injustice. Donc c'est l'injustice qui se dégage au niveau de cette lettre, mais malgré cette injustice, il applique la décision judiciaire et il obéit à la décision judiciaire malgré qu'elle est injuste. Bon, j'espère que je soutiens. Le dossier est devant la Cour de cassation. De cassation, bon, j'espère que la justice sera faite. Bon courage à Mahdi et surtout à sa famille et ses enfants. Je sais très bien que ce n'est pas facile de subir une telle injustice, mais il y a toujours un espoir, Amel, que l'injustice ne peut pas durer, l'injustice n'est pas éternelle, et il y aura un jour une justice dans ce monde ou un monde meilleur. Notre dernier sujet, Moaz, le limogeage de Nasreddine Sibi, qui était le porte-parole du gouvernement de Najla Bouden et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Pour moi, c'est un limogeage surprenant, très surprenant. Oui, c'est sûr que c'est un limogeage qui est venu suite à la visite du centre de formation professionnelle par Aïcha Saïd hier à Ben Arous. Le président n'était pas content de l'état du centre, donc il y a des travaux. C'est Ajban Jdoud ou à Ben Arous? Bon, c'est au gouvernorat c'est Ajban Jdoud, oui, le gouvernorat de Ben Arous n'était pas content donc concernant le chantier de ce centre de formation qui traîne depuis des années. Et là, c'est vrai qu'il y a une problématique au niveau de certains chantiers, de certaines institutions et structures publiques et les retards des travaux publics, ça on le connaît très bien. Mais apparemment, c'est le ministre qui a payé le prix très très rapidement. En quelques heures, il est limogé. Et la preuve que c'est une décision qui a été faite suite à cette visite qui n'a pas été remplacée. Donc ce n'est pas une décision qui a été réfléchie et travaillée. C'est une suite. C'est 2 heures après. En tout cas, la vidéo de la visite du président Saïd dans le centre a été publiée, je ne sais pas, à 20h, enfin un peu avant. 2 heures après, on a le communiqué du limogeage de Nasreddine Sibi. Donc, et je pense que c'est suite à cette visite-là. Mais là, on est dans une phase, je pense, de limogeage de plusieurs ministres. C'est pas le premier, je pense. C'est le 5e. Donc là, bon, on ne sait pas si. Au compte-gouttes. Chaque semaine, on a un ou deux ministres qui sont éjectés. Voilà. Merci, Moaz. Dans un petit moment, je reçois Ramadan Ben Amor du FTDES.